Bienvenue à ce numéro de décryptage sur votre chaîne Télé 50. Bienvenue à tous. Merci de nous faire confiance aujourd'hui. Vous le savez, l'actualité reste encore rythmée par la demande du président tanzanien Jakaya Kikwete aux dirigeants de Kigali de pouvoir justement entrer en négociation ou de discuter avec les rebelles des FDLR, bref, toute la communauté Hutu qui est même en dehors du pays. Un dialogue inter-rwandais, quelle est sa pertinence dans la région des Grands Lacs? Qu'est-ce qu'il va apporter? Et le président tanzanien persiste, il n'a pas changé de position, il a répliqué tout en démontrant la pertinence justement de la proposition qu'il a faite. Et nous en parlons dans ce numéro de décryptage avec Michel Kitoko. Bienvenue. Merci. Voilà. Jakaya Kikwete n'a pas changé de position. Il faut un dialogue inter-rwandais, même si Mushiki Wabo, qui a réagi justement officiellement pour donner la position de Kigali, a traité le président tanzanien des propos que vous connaissez très bien. On n'a pas à y revenir. Comment, pour vous, la diaspora congolaise à l'étranger, vous qui avez eu le temps de vous en prendre au président Kagame lors de son dernier passage à Londres, comment vous jugez la réaction du Rwanda et même la réplique du président Kikwete? La réaction du Rwanda, vous allez constater que si le Rwanda persiste et signe au refus de dialogue inter-rwandais, c'est une preuve que le Rwanda n'est pas démocrate. Si le président rwandais était démocrate, le dialogue ne devait pas l'inquiéter, le dialogue devait être quelque chose d'acceptable déjà pour le Rwanda. Le refus même de dialoguer, c'est une preuve palpable, ostentatoire, que le Rwanda est un pays, le régime de Paul Kagame est un régime qui moleste les autres, un régime dictatorial. Donc vous allez comprendre tout de suite que le président tanzanien apporte les conseils. Il persiste et signe et lui demande que ses propos ne sont pas irresponsables. C'est sous forme d'un signal conseil qu'il a voulu donner à l'adresse du président rwandais pour lui amener à la raison. La raison, c'est de dire qu'il s'est passé le cycle de violence au Rwanda. Les cycles de violence auxquels on n'a jamais cherché à trouver de solutions réelles. Les solutions réelles, c'est quoi? C'est arrêter le cycle de violence par un dialogue palpable et réel. Les Hutus, quand ils sont au pouvoir, les Tutsis sont en asile. Quand les Tutsis ils reprennent le pouvoir, les Hutus sont en asile. C'est anormal. Ça, c'est depuis des années 30 que ce cycle de violence a commencé et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore terminé. Des génocides et des massacres en répétition, chose qui n'est pas normale. On s'est dit pour la stabilité des pays des Grands Lacs, il va falloir qu'on puisse trouver des solutions qui durent, les solutions qui perdurent dans la durée. Notamment, la RDC a toujours fait le dialogue que nous avons commencé depuis l'époque des indépendances, la conférence de Louabou, la conférence nationale, le dialogue de Sand City et le reste. Et jusque maintenant, on peut toujours en appeler concertation nationale et encore plus de dialogue. Le Congo en a toujours fait une démonstration et je dirais quand même montrer l'exemple sur les questions de dialogue. Mais on se rend compte que nos amis qui sont à côté ne font pas la même chose. Et pourtant, les saletés qui sont rejetées du Rwanda vis-à-vis du Congo, nous faisons le dialogue pour balayer les saletés qui nous reviennent du Rwanda. Ce n'est pas normal. À partir de ce moment, parce que nous sommes liés à la frontière, nous sommes liés par l'histoire, il faut qu'on se regarde de face, au-delà des accords d'Addis Abeba, au-delà des dialogues qui se font entre RDC et le rebelle à Kampala et le reste, pour dire le Rwanda doit faire la même chose. À partir de ce moment, vous allez voir qu'il y aura la calmie dans tout le pays membre de Grand Lac. L'Ouganda a accepté. Qu'est-ce qu'il craint concrètement Kigali en refusant de dialoguer avec ceux qu'il qualifie de génocidaires alors que dans son propre camp, on compte également des génocidaires? Mais justement, vous allez constater que le régime de Kigali protège seulement le fauteuil présidentiel.
C'est tout. Ce que Kagame veut, c'est qu'au détriment des vies humaines, au détriment même de la démocratie et autres, lui veut protéger le fauteuil présidentiel, chose qui est anormale et inacceptable aujourd'hui. Alors ma question est précise, qu'est-ce qu'il craint normalement? Mais Kagame craint que la vérité revienne à la surface. Pourquoi? Parce que le régime de Kigali, c'est un régime qui vit sur base de craintes, c'est-à-dire que faire croire à l'humanité tout entière qu'il y a des craintes réelles de gens qui vont reprendre le pouvoir sur base d'un génocide contre les Tutsis. C'est ça ce qu'il est en train de mener. Et vous allez constater que c'est lui qui est à la base de désordres à l'est du pays, notamment M23, à l'époque Jules Mutebutsi et tout le reste là. Il faut qu'il y ait un désordre à côté du Rwanda pour qu'il puisse faire croire à l'humanité tout entière que ce sont des interarmes qui sont en RDC et qui vont reprendre le contrôle pour continuer à massacrer la population Tutsi. Vous allez voir encore. Est-ce que c'est un discours aujourd'hui qui passe encore très facilement lorsque on écoute la déclaration, la proposition du président tanzanien? Le discours de Kigali passe-t-il encore très facilement? Ce n'est plus la même chose. Et Kigali doit comprendre que le temps est révolu. C'est fini cette époque où on faisait croire aux gens qu'il y a les massacrés qui vont revenir reprendre le contrôle du Rwanda pour éliminer encore la population Tutsi. Parce que aujourd'hui, vous allez constater que lui qui est à la base des traques contre les auteurs des massacres, des génocides et Tutsi, aujourd'hui, il refuse de livrer les gens qui, dans son propre camp, qui sont des génocidaires avérés, reconnus comme tels, et qui sont poursuivis par la justice internationale, notamment le personnage connu, l'ancien général qui a été démis de ses fonctions à l'époque, aujourd'hui, qui dirige l'intelligence, c'est-à-dire le service des renseignements rwandais haut gradé, qui devait se faire arrêter en Angleterre. Comment il s'appelle? Il s'appelle M. Karezi Karake, surnommé du nom de Kaka. Il devait se faire arrêter à Londres quand Kagame est allé en Angleterre passer son opération, notamment répondre à l'invitation d'un institut ou je ne sais pas collège là, au nom de Rwanda Day. Mais ce jour-là, il a été repéré. On sait, beaucoup de gens se sont posé des questions, comment Karake a pu affranchir la frontière, est-ce qu'il est rentré avec son identité ou autre, mais on a repéré la personne qui est poursuivie par la justice d'un pays membre de l'Union européenne. Karake est poursuivi. Il est poursuivi. Il est poursuivi pour un génocide contre la communauté Hutu. Ça, c'est clair et net. Et lui qui était à la base des génocides contre la communauté Hutu dans beaucoup de villes, notamment à Siangungu, à Gisenyi et beaucoup d'autres villes, il est poursuivi pour avoir commis l'acte de crime contre l'humanité, crime de guerre contre la communauté Hutu. Un génocide contre la communauté Hutu. Il est poursuivi pour ça. Kagame, qui doit donner l'exemple, n'a qu'à livrer maintenant M. Kaka à la justice internationale. S'il est poursuivi pour un présumé crime contre les Hutus, mais il a joué un rôle quand même dans la province orientale en RDC vers 2000, pour ce qu'il a fait. Il y a eu une guerre entre le Rwanda, en fait, deux armées de deux pays, les Rwandais et les Ougandais, s'étaient affrontés. Il y a eu des milliers de morts. Et lui, il est cité pour avoir joué un rôle capital. Il semble que c'est lui qui dirigeait les opérations de l'armée rwandaise. Et pour ça, on fait tabula rasa. Pourquoi? Mais justement, vous allez constater qu'il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de dossiers qui devaient être clarifiés à l'époque. Et je me rappelle encore à l'époque de Mary Robinson, quand elle était chargée de droits de l'homme aux Nations Unies, elle venait avec ce dossier-là à l'époque de la guerre de AFDL. Il y a des Rwandais qui s'est vengé contre la communauté Hutu sur le sol congolais. Et ce dossier devait être quand même clarifié comme tel. Et aujourd'hui, nous savons que la plupart de Rwandais du régime de Paul Kagame se sont vengés contre la communauté Hutu sur le sol congolais. Et la justice veut clarifier un certain nombre de choses. Et M. Karenzi, surnommé Kaka, n'a qu'accepté aujourd'hui répondre devant la justice parce qu'il est reconnu coupable, poursuivi par la justice d'un pays membre de l'Union européenne. On les réclame. Quel est ce pays dont les tribunaux, les cours des tribunaux poursuivent un sujet rwandais? Ben, vous savez qu'en Europe, beaucoup de pays comme ça sont... vous savez, quand, je vous donne un exemple simple. Quand le président Pinochet a été arrêté en Angleterre, c'est sur base d'un mandat d'arrêt international lancé par Madrid à l'époque.
Et la même chose est en train de venir pour Karake Karezi Kaka, surnommé de Kaka. Un mandat d'arrêt a été lancé contre Kaka. Il devait se faire arrêter à Londres. Mais pourquoi il n'a pas été arrêté alors que Londres est au courant justement de ce mandat d'arrêt international? Les éléments en notre possession disent quoi? Les éléments en notre possession prouvent qu'au moment où un commando devait se charger de ce dossier pour appréhender M. Kaka, parce qu'il n'est pas rentré peut-être avec son identité en Angleterre, il est rentré sous couvert d'une autre identité parce que beaucoup de pays l'ont refusé le visa à l'époque. Je me rappelle, la France lui a refusé le visa d'entrée à France pour ces raisons de poursuite judiciaire contre ces personnes. Il y a eu quelques réactions du président Kagame à l'époque et maintenant on a appréhendé la personne Kaka qui lui ne pensait pas qu'on peut le reconnaître par le physique et autres, mais les amis de Human Rights Watch l'ont repéré lors d'une réunion solennelle organisée par Kagame lui-même en Angleterre. Il était assis là, dans les rangs de hauts gradés rwandais, on l'a repéré. Et quand le signal était donné par rapport à ça, il devait y avoir une organisation policière pour essayer de l'appréhender. C'est au moment où on devait organiser tout ça, et Karake n'était plus sur le sol rwandais, il est peut-être reparti au Rwanda. Mais ce que nous savons, il n'était plus sur le sol britannique. Il est sur le sol britannique, il est peut-être reparti au Rwanda. Ce que nous savons, les éléments à notre possession, c'est qu'il y a un mandat d'arrêt contre Karake, surnommé Kaka. Aujourd'hui, les responsables... Les cours et tribunaux de ce pays membre dont vous taisez le nom, vous ne voulez pas nous le dire, ne se sont pas plaints vis-à-vis de Londres qui a accepté d'accueillir sur son sol un présumé criminel. Oui, évidemment, ils ne se sont pas se plaindre comme tel. Ceux qui l'ont repéré ont donné le signal que le monsieur se trouvait. Mais l'Angleterre ne l'a pas accueilli. D'après les informations que nous avons de l'Angleterre, il ne l'a pas accueilli avec sa propre identité. Il est sûr et certain qu'il est rentré sous couvert d'une autre identité. Maintenant qu'il a été repéré sur le sol britannique, même l'Angleterre est gênée aujourd'hui d'avoir hébergé, surpris d'avoir hébergé aux responsables poursuivis par la justice internationale, quelqu'un qui est poursuivi pour crime contre l'humanité, crime de guerre et crime de génocide contre la communauté Hutu. Donc vous allez voir que dans les camps même de Kagame, il y a des gens qui sont poursuivis pour un crime contre l'humanité, crime de guerre et crime de génocide contre la communauté Hutu. De même, lui aussi, il a poursuivi les Hutus. Kagame, il a poursuivi les Hutus, qui les a arrêtés et qui a beaucoup qui sont emprisonnés. Il y a même d'autres qui, jusqu'à maintenant, ont encore le mandat d'arrêt international. Voilà, en ce qui concerne les crimes. Je voudrais qu'on s'appesantisse sur nos morts à nous, au lieu de faire la promotion encore des morts Hutus. Les Congolais sont morts, très très nombreux, on en parle peu, et je voudrais qu'on aille à l'essentiel. Aujourd'hui, Michel Kitoko, quelle est l'importance, la pertinence d'un dialogue entre les Rwandais eux-mêmes pour la région des Grands Lacs? L'importance, c'est ça que je suis en train de vous décrire. C'est qu'à chaque fois qu'il y a les cycles de violence au Rwanda, c'est le Congo qui paie les pots cassés. À chaque fois. Alors, si ce sont les Tutsis qui sont au pouvoir, les Hutus se retrouvent au Congo. Nous avons accueilli tout un pays dans ce pays, la RDC. Nous avons accueilli tous les pays, c'est-à-dire que le Rwanda. Le Rwanda s'est vidé. Quand Paul Kagame est rentré au pouvoir, le Rwanda s'est vidé. On a accueilli tout un peuple chez nous. Et pourquoi vous l'avez fait? Mais parce que le Congo, dans son hospitalité légendaire, n'a pas refusé d'accueillir qui que ce soit. Vous aimez bien des mots difficiles, hospitalité légendaire. Est-ce que ce n'est pas une naïveté légendaire? Mais pas du tout. Le Congo a la capacité de, par amour, de reconnaître ou d'accueillir n'importe qui en tout moment qui toque la porte d'un Congolais pour dire chez nous, non seulement que nous croyons en Dieu, mais nous croyons aux institutions de notre pays, nous croyons